Je m'appelle So Abdoulaye Telly, avec l'acronyme Telliso, qui est plus connu. Je me définis actuellement comme entrepreneur passionné par la Guinée, notamment le Fouta. Je suis né en Sierra Leone, mais je suis rentré en Guinée tout petit. Mon enfance, je l'ai passée à l'Abbé. Jusqu'en 6e année, j'étais à l'Abbé. Je commençais le primaire dans une école franco-arabe. J'ai fait 6 ans à l'Abbé. Des très bons moments, des beaux souvenirs. Rares sont les gens qui se rappellent de leur petite enfance où ils étaient, mais moi, il y a des souvenirs qui me reviennent très souvent. Moments où, voilà, on jouait à des jeux. Généralement, les enfants parlent de foot. Moi, plutôt, c'était du foot et un peu de mécanique. Le foot qu'on pratiquait, c'était les jeux de coquillage. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça n'existe plus. Je ne vois plus les jeunes jouer à ça. C'est des jeux de coquillage, des capuchons. Des bouteilles qu'on prenait, on constituait une équipe, donc on jouait entre nous, on organisait même des compétitions interquartiers. J'aimais souvent aussi confectionner des voitures avec les pots de Gloria, qu'on décorait avec des pots de jus. J'étais aussi un peu plutôt bon dans ça. Et on organisait aussi des rallyes avec des courses avec ces voitures. En fait, c'était pas un grand changement en tant que tel parce que je venais très souvent en vacances. C'est les gens qui te rappellent que tu viens du Fouta. C'est pas toi qui connais déjà la ville, mais dès que tu dis à quelqu'un, voilà, moi j'ai passé mon enfance, mes études primaires au Fouta, ils commencent déjà à te traiter de villageois ou provincial. D'une part, ça m'amusait et à un moment donné, ça m'agaçait. Parce que je comprenais que ces gens-là étaient plus ignorants que moi parce que voilà, ils connaissaient Conakry, le monde s'arrêtait ici. Toi qui as vécu ces choses qui ne sont pas de Conakry, tu comprends que tu connais mieux la vie que eux. L'enfance, l'adolescence, ils arrivent toujours à prendre dessus de toi, te moquer, mais bon, après, te taquine, au fur et à mesure, toi aussi, tu t'intègres et tu rentres dans la moule, quoi. J'ai fait mon lycée ici à Silla-Lamine. Donc j'ai eu mon bac en 2007. J'étais orienté en médecine, j'ai fait une année de médecine, mais au fur et à mesure que je restais, je comprenais que ça ne correspondait pas trop à ma personnalité. Après, j'ai changé. J'ai repris en première année en économie-gestion. C'est là que j'ai fait un virage. Et la même année, j'ai obtenu mon admission pour aller en France continuer mes études. J'ai repris une première année aussi la licence de gestion. Et je suis arrivé dans une ville où, fréquemment, il n'y a pas beaucoup de Guinéens. Peut-être tu connais la Corse, en fait. Corté, c'est une ville plus paumée. Donc j'arrive dans cette ville où je connais aucune personne, aucun Guinéen. J'ai été accueilli par la responsable des relations internationales qui était super bien, qui m'a trouvé un truc où être pendant le week-end. Le dimanche, la personne avec laquelle on m'a mis son colocataire était revenu. J'ai compris que le gars ne voulait pas de moi dans la chambre. À un moment donné, j'ai senti la tension et après je suis sorti. J'ai passé ma nuit dans le couloir. Je commençais à comprendre un peu ce que les gens pensent de l'Occident, qui était cette facilité, les beaux immeubles, ce qu'on nous montre. Là que j'ai compris que les choses peuvent être très très difficiles. C'était en mois de septembre, c'était l'hiver. Le couloir n'était pas bien chauffé. J'avais une petite couverture. Et là, j'ai passé toute la nuit à penser. C'est là que je me disais, il faut que j'étudie, je finis mes études très vite et que je rentre chez moi. Pour moi, c'était du tout rose, quoi, en fait. Maintenant, c'est une fois arrivé là-bas que je me rends compte que j'étais vraiment dans une utopie. C'était pas la réalité, que là-bas, il faut compter que sur soi. Il fallait travailler et étudier en même temps. Quelque chose qui n'est pas facile. À un moment donné, c'est toi-même qui décides parce que bon, les parents, pour la première année, ils te prennent en charge, mais après, moi-même, la première année, là, à un moment donné, j'avais dit à mon père d'arrêter. Parce que quand tu regardes le coût, ce que ça coûte aux parents, c'est que c'est ce qu'ils dépensent sur toute la famille qu'ils t'envoient à toi seul, en fait. Ça devient un peu gênant. Donc, on commence à travailler des jobs étudiants, donc qui sont généralement des jobs très difficiles. Je me rappelle, j'ai fait de la livraison de pizza sur des scooters, des fois à une température de moins 12 degrés où tu glisses, des fois tu tombes, tu te blesses, mais tu te relèves, c'est ton gagne-pain. Tu n'as pas le choix. Malgré tout ça, tu es obligé aussi de donner à la fac. Ce n'est pas parce que tu as cette difficulté qu'à la fac, on va t'accorder une faveur. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement difficile de mener les deux en même temps.
parce que les études là-bas aussi, c'est tous les jours. Tu es là-bas à l'école jusqu'à 18h. C'est qu'à 18h que tu pars travailler. Et derrière, tu dois réviser et tu dois te faire à manger, ta petite vie. Pendant mon cursus universitaire, je n'ai pas eu de, comme, entre guillemets, de vie où tu vas t'amuser, sauf si une fois tous les 2 ans, 3 ans, tu te permets de prendre une semaine de vacances où voilà, tu pars t'amuser. Donc c'est quelque chose d'extrêmement difficile, mais qui est très formateur parce que ça t'apprend la valeur du travail. Je pense que c'est à partir de là que j'ai eu, par exemple, cette formation d'avoir la force du travail, la force mentale aussi pour affronter le monde professionnel. J'ai fini mes études en 2014. J'ai fait ma dernière année en alternance. Dès que j'ai fini, on m'a proposé un poste dans le cabinet là où je travaillais. D'abord, avec les changements de statut, toutes les démarches, en fait, tu sens une sorte de discrimination qui peut se comprendre parce que voilà, nous sommes dans un pays étranger, ils veulent que les fils du pays soient les prioritaires, mais après c'est une frustration parce que tu te dis voilà, tu as les compétences, l'entreprise veut te recruter, mais en même temps il y a l'administration qui est là, qui te met les bâtons dans les roues. J'ai passé 2 ans dans ce cabinet où j'ai eu une bonne formation, en fait ça m'a forgé, j'ai acquis beaucoup de compétences, j'ai monté en échelon, j'ai commencé à me dire voilà, l'indépendance que je cherchais n'était pas dans le salariat, j'étais tout le temps sous la responsabilité de quelqu'un. Les codes, c'est normal, hein. C'est une entreprise aussi, il y a des règles. Donc c'est là que j'ai commencé à penser à l'entrepreneuriat, mais sans pour autant être utopique. Je travaillais en même temps, mais je commençais à réfléchir à des projets entrepreneuriaux. Je cherchais plutôt des projets aussi qui étaient tournés vers l'Afrique, plus particulièrement vers la Guinée. Pendant ces 4 années d'expérience, je cherchais toujours. Et la dernière idée que j'avais commencé à matérialiser avant même que je ne rentre, c'était une idée de marketplace. L'idée, c'est de permettre à la diaspora d'acheter des vivres pour leurs parents qui sont restés en Guinée. J'avais monté le projet, même le site internet. Mais à un moment donné, je me suis buté sur le système de paiement. Les banques qui ne voulaient pas suivre parce que voilà, c'est un projet de cette idée péjorative. Dès que tu parles d'Afrique, ils parlent de blanchiment. En ce moment, il y avait le problème de blanchiment d'argent qui était sur la table en France. Donc aucune banque ne voulait suivre. Voilà, le projet a capoté comme ça. L'idée entrepreneuriale, c'était quand je rentrais le soir, tard la nuit ou les week-ends que je travaillais sur les projets jusqu'à ce que je suis rentré en Guinée. J'avais ce confort. Je travaillais dans le cadre de mes études, bien payé parce que voilà, si tu as un boulot quand même dans ton domaine d'études, ça paye bien. J'avais ma petite famille, ma femme, mon enfant. J'avais tout le confort dont j'avais besoin. Je n'avais pas une nécessité de péril de rentrée. Dès ma première année de fac, pour moi, j'étais pas où il fallait être. Il fallait rentrer. Donc, je me projetais pour rentrer en 2020. Pourquoi 2020? Parce que ma femme était dans les études. Elle aussi, elle avait un projet de retour. Mais je me suis dit, bon, j'attends qu'elle finisse. On construit le projet ensemble. Mais il y a un événement qui a bouleversé tout ça. C'était le décès de mon père, paix à son âme. Il est décédé en 2018, mai 2018, suite d'un accident de circulation. Ça a été vraiment bouleversant parce que c'est une personne dont j'étais très proche, surtout ces dernières années de vie, et qui m'a beaucoup inspiré. C'est là directement que j'ai décidé de rentrer en Guinée. Mais pas pour entreprendre. Je voulais rentrer parce que pour moi, il fallait être à côté de la famille. Celui qui était le pilier principal de la famille est parti, donc il faut quelqu'un qui est là. Je n'avais pas cette prétention de le remplacer parce que pour moi, c'est un guerrier qui peut tout faire. Après, on a passé le moment du deuil. J'ai commencé à réfléchir sur quoi faire. Pour moi, c'était fini l'Occident. Il fallait que je revienne. Malgré que c'était pas facile, parce que voilà, ma femme, de l'autre côté, avec un enfant, avec toutes les contraintes qui sont là-bas. Mais je me suis dit, non, il faut que je me batte ici, il faut que je cherche quelque chose. C'est là que j'ai commencé. J'ai dit, ah tiens, il faut que j'essaie de mener mes projets entrepreneuriaux. L'idée de l'école est venue suite à beaucoup de réflexions et de constats. Déjà, lorsque je suis revenu, j'étais trop peiné par rapport au niveau des enfants qui m'entouraient, mes neveux, mes nièces, mes petites sœurs, petits frères. Il y a des milliers d'écoles privées à Conakry, en fait, et en Guinée, dans
tous les coins de rue. Je me suis dit, où est le problème? Les parents payent la scolarité, là l'école perçoit l'argent, et de l'autre côté, on voit le niveau qui baisse. Quand je voyais certains tests où un enseignant te dit qu'il a fait 10 ans en train d'enseigner, tu le fais un test sur une dictée, par exemple, d'un élève de la 6e année, il te fait 15-20 fautes, alors qu'il était en train d'enseigner des élèves de la 6e année. Tu comprends tout de suite que le problème est quelque part là. Le deuxième aspect, c'était que aussi les parents aussi ont démissionné du système éducatif. Les parents, pour eux, quand ils payent, c'est fini. C'est la facture et voilà, il ne faut pas suivre l'enfant à la maison. Alors que c'est les deux. Il y a une partition à l'école et une partition à la maison. C'est là qui m'est venue l'idée de créer aussi parallèlement un internat pour suivre les enfants aussi après les écoles. Quand je fais quelque chose pour quelqu'un, ça me fait du bien. C'est plutôt cet esprit qui m'anime dans tout ce qui est associatif, vraiment avec la JGF en France. C'était d'une part aussi de promouvoir la culture guinéenne à l'étranger. Deuxième des choses aussi, faire le pont entre la Guinée et aussi la France. Et jusque-là, c'est ce qui m'anime même dans mon quotidien, parce qu'aujourd'hui, ma réussite, c'est d'avoir pu former des impacts sur des enfants qu'on avait reçus dans notre internat l'année dernière, qui ne parlaient pas un mot français, qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire. En un an, tu vois ces enfants-là discuter en français, même si ce n'est pas parfait. Tu les vois écrire, lire. C'est plutôt ça qui me rend fier. Et autre chose aussi, c'est voilà, d'avoir pu quand même quelque part aussi créer de l'emploi, impacter l'environnement à travers la création d'emplois. Aujourd'hui, dans mon école, c'est 40 salariés, dont 25 permanents. L'école s'appelle le groupe scolaire Le Flambeau. Dans le cadre de mon projet que je suis, en fait, les femmes ont été beaucoup présentes. Ma mère, ma sœur et ma femme. C'est sur ces trois-là que je me suis appuyé, surtout pour réussir à démarrer en Guinée ici.